Et j'ai le plaisir d'être rejoint par Jean-Luc Bernot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités et concepteur des tests d'aptitude de l'ESSEC, une épreuve voilà, attendue par les candidates et les candidats. En quoi justement ces tests d'aptitude consistent-ils? Alors, il y a deux séries d'épreuves qui sont proposées. Des épreuves d'abord de compétences managériales. Là, l'objectif, c'est vraiment de se mettre dans des situations professionnelles et associatives, de se confronter à des situations relativement complexes et puis de résoudre tout un ensemble de problèmes qui peuvent avoir des liens avec des compétences qu'on peut exprimer ensuite dans la vie de l'école ou dans sa vie professionnelle, des compétences sociales, des compétences en termes de créativité, d'innovation, de management, de développement. Et donc, ça fait partie des attendus en fait, pour pouvoir ensuite réussir son parcours dans l'école. Et puis on a aussi toute une série de tests d'aptitude, alors qui sont plus académiques, intellectuels. Donc là, c'est vraiment l'excellence académique qui est recherchée, la capacité à résoudre des problèmes, à traiter des informations, à prendre des décisions, à analyser des données verbales, le tout étant d'arriver à atteindre le meilleur niveau pour pouvoir performer dans l'école par la suite. Alors, on va faire un petit focus, peut-être pour commencer, sur cette partie plutôt sur les compétences managériales, pour permettre aux candidats de bien visualiser. C'est des sortes de mini-problèmes avec des QCM? Est-ce qu'il y a des questions à écrire? Comment ça se présente un petit peu, ces questions? Alors, de façon très concrète, on part de situations qui sont des situations quasi réelles, hein, c'est-à-dire des situations d'entreprise qui sont créées, ou des situations d'associations qui sont développées au sein de l'établissement. Et donc, on décrit en détail les composantes, qui intervient, quels sont les produits et les services, quels sont les enjeux, quelles sont les possibilités de développement. Et à partir de là, des situations problèmes vont être posées aux candidats, soit sous la forme de questions ouvertes, où il s'agit d'imaginer des solutions, des issues, des éventualités pertinentes par rapport aux problèmes posés, ou bien des QCM, c'est-à-dire des réponses qui sont préformatées pour lesquelles il faut essayer de trouver la réponse qui correspond au comportement qu'on manifesterait dans la situation si on était vraiment plongé dans la situation donnée. Est-ce qu'il y a une stratégie, parce que ça c'est toujours la question qu'on se pose face à des tests comme ça, est-ce qu'il faut penser stratégiquement quelle peut être la bonne réponse et quelle peut être la bonne réponse attendue par l'ESSEC, ou est-ce qu'il faut être très sincère sur la manière dont on traiterait le problème? Vous savez, de façon générale, je crois qu'il faut d'abord et avant tout être soi-même. Avoir confiance en soi et se valoriser, valoriser ses propres ressources, ses propres compétences, sans essayer de composer un rôle, parce qu'il n'y a pas forcément une réponse type attendue, il peut y en avoir plusieurs. Et en général, l'expérience montre que quand on donne des réponses authentiques, elles sont de meilleure qualité, elles sont plus directes, elles sont plus affirmées, plus convaincantes. Donc d'abord être soi-même et faire vraiment comme si on était soi-même plongé dans la situation pour y répondre du mieux qu'on peut. Est-ce qu'il y a du coup des bonnes réponses et des mauvaises réponses sur toutes les questions que vous posez, ou est-ce que parfois c'est une question d'appréciation? Alors, il y a des réponses qui sont plus pertinentes que d'autres, puisque effectivement, l'idée de ces situations, c'est qu'on évalue des compétences types. Donc, il y a effectivement des modes de réponse qui sont plus pertinents, mais néanmoins, c'est gradué, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des réponses acceptables qui vont rapporter des points. Mais un peu moins de points que... Mais un peu moins de points. Donc, l'idée, c'est surtout d'essayer de produire, de se mettre en situation, de prendre le risque de donner des éléments de réponse au mieux en fonction des données qu'on a et puis de sa propre expérience et de comment on se comporterait effectivement si on était projeté dans la situation donnée. Vous parlez de créativité, d'innovation. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de vouloir être trop créatif, trop innovant, de se dire bah tiens, je vais chercher les solutions toujours différentes, ou est-ce qu'au contraire c'est des qualités qui sont appréciées? Quel est le juste dosage entre respecter un petit peu l'idée qu'on se fait d'un cadre professionnel, d'un cadre managérial, et puis l'envie aussi d'être différent et d'innover? La limite, elle n'est pas forcément évidente à trouver. Je crois qu'il y a toujours dans l'innovation une part de risque. Il ne faut pas que la fantaisie sorte complètement des clous au point de mettre l'équipe en défaut, le collectif en défaut, la nature même de la prestation en défaut.
À partir de là, il est quand même apprécié d'aller vers des options différentes, puisque ça fait aussi partie des attendus de l'école, d'être parfois en capacité de proposer des solutions disruptives, comme on dit parfois, c'est-à-dire vraiment de créer des chantiers qui jusqu'à présent sont peu développés et qui constitueront l'avenir de notre société demain. On parlait de la deuxième partie également, des aptitudes académiques. Là, on est plus sur un mode QCM ou pareil, c'est des réponses ouvertes. Comment ça fonctionne? Alors là, on est clairement sur un mode QCM, c'est-à-dire qu'on est typiquement sur des épreuves de résolution de problèmes qu'il faut analyser avec sa pensée. C'est un peu plus normatif, c'est-à-dire que là, effectivement, on attend plutôt des bonnes réponses et on doit éviter des mauvaises réponses ou des réponses moins probables. Et on se rapproche plus de l'excellence académique, c'est-à-dire de compétences qui correspondent à des attendus pour réussir ses études et pour pouvoir ensuite évoluer dans un monde professionnel qui va exiger aussi ces compétences-là pour faire face à la complexité du monde d'aujourd'hui. Alors sur le chat, les gens parlent beaucoup de tests psychotechniques parce que c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre comme terme, voilà, pour certains concours. Vous préférez parler de tests d'aptitude. Quelle différence vous faites entre des tests psychotechniques et des tests d'aptitude? Ce qui veut peut-être dire qu'il ne faut pas se préparer en tapant sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche tests psychotechniques, quoi. Alors, en fait, c'est une question de terminologie parce que psychotechnique, c'est le vieux terme qui remonte très exactement à 1937, pour préciser l'année. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne l'utilise plus tellement. Les méthodes d'évaluation, les méthodes de recrutement, la façon d'apprécier une candidature a bien sûr beaucoup bougé avec le 21e siècle. Et aujourd'hui, on préfère parler plutôt d'aptitudes qui sont plus larges, qui sont moins restrictives et qui prennent en compte aussi la façon dont les publics et les jeunes ont pu évoluer dans le développement de leurs compétences et de leurs ressources intellectuelles. Alors on le voit, c'est des épreuves qui sont un peu spécifiques, en tout cas qui ne font pas partie du programme qu'on peut suivre en classe prépa. Alors comment on fait pour se préparer au mieux à ces différentes épreuves et surtout à ces deux parties? Si on commence par les compétences managériales, est-ce qu'il y a des choses à lire, des choses à faire pour s'y préparer? Alors, bien évidemment, il faut se préparer. Ça, c'est un premier conseil. On ne vient pas simplement en découvrant les épreuves. Se préparer, c'est se poser des questions déjà sur soi, sur ce qu'on aime, sur ses ressources, sur ce qu'on a pu mobiliser dans différentes situations, puisque en fait, ces situations-là, notamment pour les compétences managériales, quand on est étudiant, on les a déjà plus ou moins rencontrées. On a eu l'occasion de faire des travaux de groupe, on a eu l'occasion de se confronter parfois à des environnements professionnels, on a dû prendre des décisions. Donc peut-être une bonne façon d'appréhender, c'est de se dire au fond comment j'ai géré ces situations, qu'est-ce que j'ai mobilisé comme ressources, comme compétences et comment je pourrais les réutiliser dans un contexte entrepreneurial ou dans un contexte associatif. Voilà, ça c'est un premier moyen. Donc il y a un premier niveau de préparation. Deuxième niveau de préparation, c'est les tests d'aptitude. L'ESSEC édite une brochure qui est mise à disposition. Il y a des exercices corrigés qui sont fournis. C'est pas interdit de les faire. Ça permet de se mettre un petit peu dans le bain. C'est pas interdit non plus d'aller voir différents ouvrages de préparation qui peuvent permettre de se familiariser avec le type d'épreuve. Après, le conseil qu'on peut donner, c'est d'éviter la surpréparation, c'est-à-dire d'essayer d'apprendre des listes par cœur qui vont plutôt inhiber la pensée. Une des particularités, il ne faut pas l'oublier, de toutes ces épreuves, c'est qu'elles prennent en compte et elles mesurent la capacité d'adaptation. C'est-à-dire faire face à des événements qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas rencontrés, pas exactement rencontrés, et pour lesquels on va devoir mobiliser les compétences pour y faire face très rapidement, dans l'immédiat. Donc, en tout cas, de la préparation. Sur les épreuves plutôt liées aux compétences managériales, il y a aussi des fascicules qui sont proposés ou c'est que pour les épreuves d'aptitude? On donne des exemples types qui permettent de voir un petit peu le format, de se rassurer. Et puis après, c'est voilà, la compétence du candidat qui fait la différence. Et ça, on peut les retrouver où, ces exemples Alors, types? c'est dans la brochure des épreuves qui est mise à disposition sur le site de l'ESSEC. Nickel. Un petit mot peut-être sur, alors on a parlé de la durée de ces épreuves. Quel est selon vous l'intérêt de ces tests dans votre processus de recrutement? Pourquoi ces tests de manière spécifique?
Je pense que c'est déjà une chance de passer par la procédure d'admission à l'ESSEC parce qu'il y a un ensemble d'épreuves assez variées, donc qui permettent de mesurer un assez grand nombre de compétences. Par ailleurs, la durée des épreuves est quand même assez conséquente. Donc l'idée, c'est que ça permet aussi aux candidats et aux candidates de montrer toute l'étendue de leur talent, en fait. Et de se rattraper si jamais dans un domaine il y a des hésitations, des difficultés, on peut toujours compenser par d'autres registres, par d'autres types d'épreuves. Donc ça, c'est un premier élément. Au-delà de la diversité, on a maintenant depuis un siècle du recul sur les procédures d'admission, l'efficacité des systèmes d'évaluation des candidats. Et les tests écrits, à la fois les tests managériaux et les tests d'aptitude cognitive, figurent parmi les plus performants en termes de qualité de la sélection et aussi en termes d'éthique, c'est-à-dire de la possibilité de donner leur chance à chacun, quelle que soit son origine, quel que soit son statut. On va mesurer des compétences, pas autre chose. Et donc ça, je crois que c'est aussi particulièrement important aujourd'hui pour la société en général et aussi, bien sûr, pour l'ESSEC. Et vous allez peut-être, à l'issue, par exemple, de ces tests-là, il y a des profils, en fait, qui peuvent ressortir. On se dit, bah tiens, ça c'est plutôt un profil très innovant, ça c'est un profil très bon gestionnaire, mais moins dans la prise de risque. Il y a des choses comme ça qui ressortent. Et est-ce que, du coup, vous essayez de panacher un petit peu ou c'est vraiment un classement qui est fait, une notation qui est faite? Alors, l'idée, c'est effectivement un classement. Enfin, c'est un peu le principe de l'école, d'arriver à classer les candidats. Après, on a effectivement tout un ensemble de résultats qui pourraient permettre d'évaluer des profils plus spécifiques. Alors, ça peut être intéressant après, effectivement, pour les étudiants qui continuent leur parcours au sein de l'école, de se poser la question de leurs compétences et de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir développer aujourd'hui, parce qu'en général, quand on entre à l'école, on a déjà certains talents et puis on va avoir aussi besoin de développer certaines habiletés. Donc la confrontation au test, ça peut permettre aussi de se dire, tiens, là, j'ai moins bien réussi cette épreuve-là, ou je me suis senti moins à l'aise avec ce type de domaine. Donc je vais en profiter au cours de mon cursus pour renforcer mes atouts sur tel ou tel domaine. De toute façon, ce côté découverte de sa personnalité, des compétences managériales, c'est une fois qu'ils sont rentrés dans l'école, ça fait partie intégrante du programme. Évidemment, ça va être l'apprentissage au sein de l'école, dans les lieux de stage, et puis ensuite tout au long de la vie professionnelle. Donc ce sera évidemment revu et perfectionné avec le temps. Est-ce qu'il y a des erreurs, disons des erreurs un peu récurrentes des étudiants face à ces épreuves? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si on a envie de réussir au mieux ces tests d'aptitude? Oui, il y a un certain nombre de principes. Alors tout d'abord des principes qui sont assez transversaux à toutes les épreuves, un peu exigeantes comme ça, qui sont limitées dans le temps. On est face à un concours, on a beaucoup de questions, on a une charge mentale qui est assez élevée, parce qu'il faut résoudre beaucoup de problèmes en peu de temps. Donc des conseils de bon sens déjà, c'est-à-dire d'arriver reposé au moment de l'examen, de ne pas s'être couché trop tard, d'être vraiment dans une bonne condition physique ou mentale pour affronter la journée. Ensuite, il y a une question qui tourne autour de la gestion du temps, c'est-à-dire qu'en fait, les temps sont quand même assez limités, c'est généralement 15 à 20 minutes par épreuve, il y a beaucoup de questions, donc il faut arriver à gérer le temps au mieux, à ne pas se laisser dépasser, en sachant que de toute façon, on ne termine pas les épreuves, il y a beaucoup trop de questions pour les terminer, donc il ne faut pas paniquer et il faut quand même avoir un œil sur la montre pour gérer et optimiser au mieux son temps. Ne pas non plus s'attarder trop sur une question quand on bute, parce qu'on risque de perdre beaucoup de points. Donc l'idée, c'est si je ne réussis pas à résoudre un problème, je passe au suivant. Et puis je vais travailler avec un type de problème qui me met davantage en confort. Voilà. Un autre conseil qu'on donne aussi régulièrement, c'est de bien lire les consignes, parce que généralement, chez certains candidats et candidates, on peut avoir une tendance à la précipitation, à se dire j'ai compris ce qui est demandé, mais en fait on n'a pas lu exactement le détail des consignes et on peut être un petit peu en difficulté après pour faire certains arbitrages ou pour réintégrer certaines informations. Voilà principalement quelques conseils pour optimiser les choses. Ouais, il faut prendre son temps, pas partir bien en tête parce que ça peut être handicapant après. Oui. Je retiens ce que vous avez dit, on ne termine pas les épreuves, ça, voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'inquiétude, c'est fait entre guillemets exprès, il y a
beaucoup de choses à faire, donc peu de candidats terminent tout complètement, quoi. Moi, je crois qu'il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut que les candidats et les candidates croient en leur talent, à leur capacité à affronter cette épreuve, à donner le meilleur d'eux-mêmes, en se disant que peut-être c'est grâce à ces épreuves-là qu'ils vont pouvoir rentrer à l'ESSEC et faire ensuite un parcours extraordinaire. Donc, essayer de se saisir de cette chance. Si jamais ça ne marche pas, toujours bien prendre en compte le fait qu'on peut compenser, les épreuves se compensent entre elles. Donc, il y a de toute façon des possibilités de se rattraper si dans une épreuve on est un peu moins performant. Et puis, voilà, se dire aussi que il n'y a pas de piège, hein. On ne cherche pas à piéger les candidats, on ne cherche pas à les mettre en difficulté. Au contraire, la politique de l'ESSEC, c'est vraiment d'attirer des talents. Et donc, cette épreuve, c'est une fantastique occasion d'exprimer ces talents et on les souhaite nombreux cette année. Un point peut-être aussi sur l'impact de l'épreuve dans le processus de recrutement, que ça soit d'un point de vue du coefficientage. Vous disiez qu'il y a un système de compensation. Concrètement, qu'est-ce que cette épreuve peut apporter ou retirer à un candidat? Eh bien, elle compte pour un tiers, donc elle compte coefficient 10 sur 30, donc c'est pas rien, ça pèse dans la balance. Et le principe d'un concours, c'est que les candidatures sont de bonnes et de très bonnes candidatures, donc ça se joue parfois à peu de choses. Et donc l'épreuve écrite de test, c'est l'épreuve qui peut faire la différence, qui peut vous faire rentrer à l'ESSEC. Et il faut jouer cette carte-là au mieux, comme toutes les autres cartes, et croire en ses possibilités. Est-ce que ça vaut le coup du coup, vraiment passer du temps dans la préparation? C'est peut-être un point qui est clé, mais il ne faut pas négliger cette épreuve. C'est pas parce que c'est différent, ça ne ressemble pas à ce qui se fait de manière habituelle. Voilà, il faut y aller et être sérieux dans cette préparation-là, quoi. Il faut être sérieux, évidemment, toujours préparer les épreuves, s'informer, lire les brochures, comprendre les principes, venir dans les meilleures conditions possibles, donner le meilleur de soi-même, ne jamais se décourager jusqu'au bout. C'est une journée qui est très longue, hein, puisque en fait, on a au total à peu près 5 heures d'épreuve, donc c'est assez conséquent. Avec des pauses quand même entre. Alors, il y a une pause déjeuner où on accueille aussi, on récompense, on aide, on informe, on soutient tous les candidats. Mais bon, c'est une journée qui reste quand même assez conséquente en termes de fatigue. Donc, il faut tenir jusqu'à la fin, y croire jusqu'au bout et montrer le meilleur de soi-même. Voilà, ça, c'est un peu la règle pour pouvoir se donner les meilleures chances. Si vous voulez en savoir plus sur ces tests d'aptitude, vous pouvez continuer à nous envoyer toutes vos questions. On va commencer un peu à les prendre et puis on a d'autres questions également. On nous demande un petit peu les conditions matérielles dans lesquelles ces tests vont se tenir. Est-ce que c'est avec des papiers? Est-ce que c'est sur papier, dans une salle avec d'autres candidats, comme les écrits? Alors, les conditions matérielles sont les suivantes. Les candidats sont dans des salles séparées qui sont de taille variable, hein, selon la configuration. Donc, en général, c'est plusieurs dizaines de candidats et de candidates qui composent en même temps, suffisamment séparés pour être dans des bonnes conditions de travail. Et puis, des supports papier, crayon, avec des livrets qui sont pensés de façon ergonomique, c'est-à-dire qu'on a vraiment des parties qui sont consacrées aux questions et aux problèmes et des parties qui sont consacrées aux réponses. Donc voilà, avec une structuration qui est généralement vraiment très très bien organisée, puisqu'il y a des timings précis qui sont donnés, des consignes qui sont fournies, un encadrement tout au long des épreuves où les candidats et les candidates sont aidés. Donc voilà, on essaye d'optimiser votre accueil pour que les épreuves se passent pour le mieux et pour que vous puissiez consacrer vraiment vos efforts à la réalisation des résultats. Un mot peut-être sur la question du brouillon. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir du brouillon pendant le test? Comment ça fonctionne? Alors, non, pas de brouillon pour la simple et bonne raison qu'il faut que les candidats et les candidates montrent qu'ils n'utilisent pas de matériaux extérieurs aux épreuves qui sont fournies. Donc, par contre, les documents permettent de poser des opérations et de réfléchir. Donc, on peut tout à fait utiliser certains documents pour travailler et préparer les réponses à certaines questions. Un petit mot également sur la question du système de notation. Est-ce qu'il y a comme ça un système de points positifs, points négatifs? Comment ça fonctionne sur les bonnes et les mauvaises réponses? Alors oui, sur les tests d'aptitude, il y a des pondérations négatives.
qui dépendent du nombre de réponses, c'est-à-dire que le système, l'algorithme qui est utilisé permet de garantir qu'un candidat ou une candidate qui répondrait complètement au hasard se retrouve avec la note de 0. D'accord. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que ça ne sert à rien de répondre de façon complètement aléatoire. Il vaut mieux essayer de donner des réponses pertinentes voilà, pour pouvoir avoir une performance notable. Une question sur les entraînements pour le test, ça revient. Donc vous avez dit il y a la possibilité d'avoir des annales. Est-ce qu'il y a des éléments de cours à revoir là-dessus? Est-ce que, par exemple, revoir un peu ces cours d'éco sur toute la partie un peu compétences managériales? Est-ce qu'il y a d'autres petites pistes à faire? Est-ce que ça vaut le coup, par exemple, d'appeler des professionnels peut-être pour leur poser sur la dont ils travaillent? Est-ce qu'il y a des choses comme ça envisagées? Alors, sur la partie cours, non, c'est inutile, puisqu'en fait, les épreuves ne sont pas des épreuves de connaissances. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances en maths ou en économie ou dans d'autres domaines pour pouvoir réussir les épreuves. Donc ça, c'est un fait. Après, être ouvert sur le monde, sur comment ça se passe aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde des organisations, dans le monde du travail, et se poser des bonnes questions par rapport à soi-même et sa place, la place qu'on pourrait avoir dans un collectif, dans une équipe, dans un poste managérial, pourquoi pas? Ça peut être intéressant de se projeter et de le préparer de cette façon. On peut aussi aller regarder certains livres, c'est pas interdit. Encore une fois, la brochure des tests reste quand même une base pour pouvoir se préparer. Se préparer, c'est aussi se préparer mentalement, c'est-à-dire être prêt aussi à affronter les contraintes de l'épreuve, c'est-à-dire le fait de devoir être quand même relativement rapide, de rester très concentré pendant un temps long. Bon, c'est des choses auxquelles les candidats et les candidates sont relativement habitués à travers les concours, mais là, il y a une dimension très spécifique de l'épreuve qu'il ne faut pas négliger. Oui, parce que contrairement à d'autres épreuves, on est dans des épreuves de connaissances où donc il faut restituer, analyser, comprendre. Là, on est vraiment sur des épreuves où on donne de soi, donc c'est pas non plus très facile entre guillemets parce qu'il faut se projeter, réfléchir, se mettre en situation de. Donc ça peut être complexe pour les candidats. C'est complexe. Réussir des études ambitieuses à l'ESSEC, c'est complexe aussi. Faire un parcours après, une carrière dans les entreprises, ça va être aussi des occasions de se confronter à la complexité. Donc, dans tous ces registres-là, oui, effectivement, les épreuves évaluent cette compétence de faire face à des situations complètement nouvelles et inattendues et de pouvoir montrer toute l'énergie et tout le talent qu'on a pour les réussir. Sur la dimension compétences managériales, parce que la question revient, qu'on soit bien clair, donc c'est vraiment comme un texte de mise en situation sur quelque chose avec des éléments de contexte, voilà, c'est vous travaillez dans une entreprise, etc. Oui, c'est ça. Alors en sachant qu'on ne cherche pas à mettre les candidats en difficulté ou en défaut, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur demander d'utiliser des capacités qui correspondent à des connaissances qu'ils n'ont pas encore acquises. Donc c'est accessible en fait comme problématique, c'est expliqué, c'est pédagogique, mais l'idée c'est effectivement de commencer dès à présent à se mettre dans des situations réelles et à voir comment intellectuellement on pourrait les affronter, les résoudre. Et c'est quoi la clé sur ces questions-là? C'est vraiment de se mettre dans la peau d'eux, de réfléchir et d'anticiper les conséquences. C'est cette capacité d'anticipation que vous regardez? Alors, il y a l'anticipation, il y a la capacité à prendre des décisions, il y a la capacité à travailler ensemble, il y a la capacité à innover, il y a tout un ensemble de ressources en termes de compétences professionnelles qui vont être mobilisées et qui vont dépendre aussi du type d'exercice qu'on va proposer, puisqu'en fait, on a, sur la partie test managérial, on a une soixantaine de propositions de problèmes à résoudre. Donc, on a aussi une assez grande diversité de compétences qui vont être mesurées face à ces 60 problèmes. D'accord. Ah oui, sur la feuille, il y a 60 problèmes qu'il va falloir résoudre. Il y a 60 problèmes. Alors, 60 problèmes à peu près en un peu plus de 2 heures. Donc, ça fait un problème toutes les 2 minutes, si je ne dis pas de bêtises. J'espère voilà, que en sachant qu'on ne traite pas tout et que voilà, on en fait une partie. Déjà, si on fait la moitié ou les 2 tiers, ce sera déjà très appréciable. D'accord, oui, parce que c'est dense, quoi. Donc il faut quand même se dire, si j'arrive à faire la moitié des problèmes, c'est déjà une question de logique que vous êtes en train de me poser là pour calculer combien on peut faire de tests. Mais en tout cas, voilà, c'est se dire, donc on consacre par problème, quoi. 3-4 minutes, on essaie d'aller au plus vite. Enfin, il n'y a pas de règle, j'imagine, mais... Oui, il n'y a pas de règle parce que les épreuves ne sont pas exactement configurées de la même façon en termes de durée. Par exemple, sur les tests d'aptitude, on a un petit peu moins de temps. Sur les tests de compétences managériales, on a plus de latitude.
Donc là encore, on doit s'adapter en fait. C'est dans une situation d'apprentissage, vous avez un dossier à produire pour un professeur, vous avez un problème d'entreprise à résoudre, vous avez un temps limité, vous devez vous adapter. C'est un peu ce genre de compétences qu'on mesure finalement. Une question sur la manière dont c'est présenté. Est-ce que c'est indiqué s'il y a une ou plusieurs réponses possibles? Oui, alors les règles sont vraiment précisées de manière vraiment très, très détaillée. Donc en général, on demande qu'une seule réponse parmi plusieurs possibles, dans le cas des QCM, si c'est votre question. Mais tout ça est évidemment précisé dans toutes les consignes. L'idée, c'est qu'on essaye de mettre vraiment les candidats et les candidates en confort par rapport à la tâche qui est demandée. Et voilà, et ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les candidats expriment leur talent dans un cadre de départ qui doit être le plus clair possible. Donc 60 problèmes à faire pour les compétences managériales. Du côté des aptitudes académiques, il y a combien de questions à peu près? Beaucoup plus, un peu plus de 300. Un peu plus de 300 qui sont dispatchées en 6 épreuves différentes. D'accord. Donc 3 épreuves plutôt d'aptitude au raisonnement, 3 épreuves d'aptitude verbale. Donc là, avec effectivement une nécessité d'être beaucoup plus percutant dans l'enchaînement en fait, des réponses. Donc là, par rapport à votre question de tout à l'heure, par exemple, il faut aller beaucoup plus vite. D'accord. Et s'attarder beaucoup moins si on bute sur une question. D'accord. Par compétences verbales, c'est quoi? C'est orthographe, grammaire, des choses comme ça? Alors c'est moins scolaire que ça, c'est quand même plutôt de la compréhension verbale, de la capacité à faire des liens. En fait, ce qui nous intéresse, c'est une compétence un peu générique qui est très attendue dans les écoles de management et dans les carrières qui correspondent. C'est des compétences en termes de communication, c'est-à-dire savoir synthétiser de l'information, comprendre le monde dans lequel on vit, avoir une capacité d'expression qui permet de faire passer des idées, d'être convaincant. Voilà, donc le langage, ça reste quand même un élément assez moteur pour réussir dans un parcours et dans une carrière. Ça va peut-être rassurer Thomas qui nous écrit parce que lui, il est littéraire. Il vient de Cagnes. Et donc, bon, je pense que sur les questions verbales, ça va se passer. Mais lui, ce qui l'inquiète un petit peu, c'est plutôt tout ce qui va être raisonnement, logique, etc. Comment il peut se préparer? Parce que c'est vrai que quand on vient d'une filière littéraire, on a peut-être fait un peu moins de mathématiques dans son cursus. Comment on se remet un peu d'aplomb sur toutes les questions logiques? Alors déjà, aucune nécessité d'avoir des connaissances en mathématiques. On peut très bien être logique, très logique même, et avoir des mécanismes de raisonnement particulièrement percutants en venant d'une filière littéraire. Donc ça, c'est voilà, on peut se préparer de la même manière que les autres candidatures, c'est-à-dire effectivement faire des exercices de logique, peut-être en faire un petit peu plus pour se mettre en confort et puis arriver à les affronter sans être déstabilisé. Et puis ensuite, bien prendre conscience que finalement, les épreuves sont conçues aussi pour être équitables, c'est-à-dire pour ne pas favoriser les scientifiques par rapport aux littéraires, l'inverse. Donc en fait, chacune a sa chance finalement dans le parcours et il faut aussi en prendre conscience pour avoir confiance dans sa propre performance. Un petit mot, et c'était sûr, ça y est, les jeunes commencent à réfléchir d'un point de vue un peu comptable pour essayer de savoir. Donc on parlait combien de minutes on met pour chaque question. Là, on nous demande si les questions managériales rapportent plus de points que les questions académiques, étant donné qu'elles sont moins nombreuses. Alors, l'épreuve managériale compte un petit peu moins dans l'ensemble du dispositif, si vous voulez. Après, la notation est une notation globale pour chaque épreuve. Donc, on a une note globale pour les épreuves d'aptitude, une note globale pour les épreuves managériales. Et ensuite, il y a une agrégation des scores qui se fait pour l'ensemble. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on nous demande, pareil, sur ces tests d'aptitude, est-ce qu'il y a un ordre qui est imposé pour la résolution du test d'aptitude ou est-ce qu'ils peuvent choisir, les candidates et candidats, en priorité les exercices dans lesquels ils sentent qu'ils ont des facilités? Alors, c'est une très bonne question. En fait, les candidats et les candidates vont avoir une épreuve à résoudre dans un temps donné. Donc, ils prennent en charge ces épreuves. Et ensuite, les questions sont posées selon un ordre défini, mais ils peuvent naviguer comme ils souhaitent dans l'épreuve qui est proposée. Donc, par exemple, je peux commencer par la question 25 si ça me fait plaisir, et revenir à la question 16 et partir dans un autre sens.
Voilà, donc ça c'est libre. Par contre, il faut essayer de ne pas avoir une stratégie trop chaotique parce qu'on perd beaucoup de temps. La navigation dans une épreuve qui dure 15 minutes, ce n'est pas forcément toujours gagnant. D'autant plus qu'un certain nombre d'épreuves, pas toutes, mais un certain nombre d'épreuves sont par ordre de difficulté croissant. C'est-à-dire que plus vous avancez, plus c'est compliqué. Donc vous avez plutôt intérêt, en règle générale, à commencer par le début, à vous échauffer tranquillement. Et puis vraiment, si vous êtes en difficulté ou si vous ne réussissez pas un énoncé, vous passez au suivant à ce moment-là. Mais sans essayer de se perdre dans les méandres de l'épreuve. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que vous parliez de périodes de 15 minutes, c'est-à-dire que vraiment, c'est des petites périodes de temps où il y a quelques exercices qui sont donnés? Oui, c'est 20-30 minutes, souvent le format le plus fréquent, effectivement. Donc avec ramassage entre chaque épreuve? Alors, on a une procédure qui évite le plus possible de déranger les candidats et les candidates. Donc, en fait, il y a des livrets qui sont conçus par matinée pour permettre de travailler de façon sereine et concentrée. D'accord. Voilà. Donc, on ne dérange pas à aucun moment les candidats. Mais c'est-à-dire qu'ils doivent quand même respecter le temps ou c'est juste du temps préconisé quand vous dites 15 Oui, minutes? il y a un encadrement qui est très vigilant, qui est très présent pour effectivement faire en sorte que les temps soient respectés par tous les candidats et que ce soit le cas dans les différentes salles. D'accord. Effectivement, ça c'est une question d'égalité d'égalité de traitement, d'équité pour tous les candidats. Donc, oui, c'est un message important. Ils ont plusieurs livrets donc, en même temps, sans doute de couleurs différentes, et il faut qu'ils respectent bien, parce que sinon, on va leur dire, non, là, vous devez passer à autre chose. On ne peut pas dire, tiens, je reviendrai dans une heure dessus pour voir. Une fois que c'est fait, c'est fait, quoi. Non, c'est un protocole très rigoureux de ce point de vue-là, effectivement. C'est la condition pour que tous les candidats et candidates aient les mêmes chances d'entrer à l'ESSEC. C'est bon à savoir, en tout cas, pour eux, pour permettre de s'organiser. Je regarde s'il y a des questions en plus. Non, je pense qu'on a fait le tour des questions qui étaient posées. Finalement, on est un peu dans la dernière ligne droite pour celles et ceux qui nous regardent. Ça serait quoi votre dernier conseil pour eux? Comment se préparer, comment aborder tout ça le plus sereinement possible? C'est de croire en vous, tout d'abord, parce que je pense que vous exprimez des talents à différents niveaux, dans différents registres. Là, ça va être un peu effectivement une épreuve de vérité, l'épreuve des tests. Et c'est une épreuve où vous avez quelque chose à montrer, quelque chose d'intéressant. Et ces talents, ils vont s'exprimer à ce moment-là. Et puis, on l'espère, après, ça va être l'occasion de vous accueillir au sein de l'école et vous allez pouvoir continuer à les cultiver pendant des années. Et voilà, c'est un petit peu ce qu'on attend, à la fois de repérer ces talents et de pouvoir les cultiver par la suite. Merci beaucoup, Jean-Luc Bernot. Je rappelle que vous êtes professeur des universités et concepteur des tests d'aptitude de l'ESSEC. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous.